À 12 ans, on lui annonce qu'elle a un cancer, qu'elle ne remarchera plus jamais. Et pourtant, elle est aujourd'hui danseuse classique. Janice a traversé l'enfer des cancers pédiatriques, la bulle stérile, la douleur, la peur, et elle en est sortie plus forte. Son témoignage bouleverse, redonne espoir et touche droit au cœur. Alors, si vous aussi vous vous sentez seul, perdu ou à bout, restez avec nous. Cet épisode est pour vous. Bonjour Janice et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salade de crabe. Donc aujourd'hui, mes chères auditrices, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Janice Michelot, qui a eu un lourd et dur parcours il y a des années et qui maintenant est prête à nous partager bien tout ce qu'elle a appris et tout ce que le cancer lui a apporté et elle a pris à cœur maintenant d'aider tous ceux qui auraient son parcours, malheureusement. Donc, Janice, si tu veux bien te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Merci Françoise pour ton introduction. Alors oui, moi j'ai une petite histoire de cancer quand j'étais, on va dire, adolescente. Alors j'ai eu la leucémie lymphoblastique aiguë qui a été diagnostiquée à mes 12 ans et demi. Et comme beaucoup d'entre nous qui avons vécu le cancer, le diagnostic, c'est déjà toujours un moment extrêmement difficile à vivre parce que souvent, il nous tombe dessus avec surprise et avec fracas, on dira. Donc moi, en fait, je suis arrivée à l'hôpital pour une douleur au genou et on m'avait dit que ce serait une boursite. Et en fait, non, ça s'avérait être une leucémie. Donc, je suis arrivée en pédiatrie. Moi, j'ai été soignée en Suisse et je ne suis plus ressortie. Donc, je suis arrivée un jour, le 12 décembre, et je suis ressortie de l'hôpital 10 mois plus tard. Oh, Alors, ça a été voilà, une installation de vie, une communauté qui s'est construite pour moi-même et voilà, des liens très très forts qui se sont tissés avec les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les professeurs, les autres enfants. Et j'avoue que ces moments intenses à l'hôpital, ils ont été ponctués bien sûr par des choses qui étaient difficiles. Moi, j'ai fait une expérience de mort imminente du fait de certainement une des douleurs d'un traitement qui était très intrusif comme ça. Donc, pour ceux qui sont moins au courant de la leucémie, en tout cas en pédiatrie, il y avait à cette époque-là donc moi, je suis tombée malade en 95. Mais c'est encore le même protocole au jour d'aujourd'hui. Donc, on retire du liquide rachidien de la colonne par une ponction et on injecte de la chimio. Et en fait, c'est extrêmement douloureux, bien entendu, et on n'endort pas, on fait pas des narcoses complètes pour les enfants. On va donner un médicament qui s'appelle le dormicum, qui va permettre aux enfants de ne plus se souvenir de la douleur. Donc, bien sûr, ça a des effets importants sur la mémoire, euh, les capacités cognitives sur le plus long terme. Mais bien entendu, donc, avec toutes ces choses, il y avait pour moi, je retiens quand même cette année-là à l'hôpital comme quelque chose de très précieux, euh, très fort, qui m'a développé des ancrages extrêmement solides. Et j'ai presque une affection pour cette année-là, en réalité, dans mes souvenirs. Bizarrement, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup manqué quand je suis sortie de l'hôpital. Toute cette vie, cette petite, oui, ce petit village d'enfants, de ces adultes qui n'étaient pas nos parents, mais qui étaient comme des mamans, comme des papas, comme des grandes sœurs, comme des grands frères. Ça m'a énormément manqué. Et du coup, après, ça a été 2 ou 3 années de chimiothérapie par voie orale. Moi, j'ai retrouvé le chemin de la danse, parce que j'étais une petite danseuse classique avant ma maladie, et c'était très important pour moi de pouvoir continuer à danser. Euh, Ça a été bien entendu très difficile, mais ça, on pourra peut-être en revenir après. Mais voilà, en fait, moi, chaque fois que je devais me rendre à l'hôpital pour les traitements ponctuels, c'est-à-dire prise de sang, ponction lombaire, j'avais en fait
j'étais très enjouée. J'avais vraiment une joie de retourner en pédiatrie, de retourner dans cet hôpital et de retrouver tous ces gens, en fait, qui à chaque fois me rassuraient énormément et m'apprenaient, me donnaient des outils très forts, très puissants. Moi, j'ai eu la magnifique chance d'être entourée par des médecins extraordinaires avec qui j'ai encore contact aujourd'hui, 30 ans plus tard. Et du coup, j'ai terminé ma formation de danse classique à 18 ans, l'année de ma rémission. Et ça a marqué mon entrée dans la compagnie de danse classique. Donc moi, j'étais vraiment une danseuse classique. Et puis, mon envolée comme ça vers la danse professionnelle. Et ça a débuté également ma rémission. Et c'est vrai que pour moi, la rémission a été très, très compliquée à gérer. Et si je reviens sur mon cancer, je pense sincèrement que la rémission fut plus compliquée que, que, que le moment de la maladie. Parce que le moment de la maladie, je me suis sentie encadrée, je me suis sentie entourée, je me suis sentie écoutée. J'ai eu l'impression qu'on accueillait mes problématiques, qu'on essayait de comprendre et qu'on m'offrait des solutions. Et pendant la rémission, bah, je me suis sentie extrêmement seule et isolée. Donc c'est vrai que pour moi, c'est plutôt la rémission qui m'a marquée, qui a été une vraie épreuve. Euh, Plutôt que la maladie j'avais une équipe, quoi. Il y a une équipe qui gagne, on va dire. Oui, alors merci beaucoup pour ce témoignage qui est vraiment très touchant parce que l'on parle beaucoup du cancer chez les adultes, mais très très peu du cancer chez les enfants. Oui, Et vraiment, ce qui m'avait marqué, ce qui m'avait donné envie de te contacter, c'était ce post que tu avais posté sur Facebook, sur lequel tu marquais, les médecins lui ont dit qu'elle ne remarcherait plus jamais, elle danse maintenant. Et c'est vrai que ça m'a touché au cœur, que ça m'a choqué, enfin dans le bon sens du terme, de voir toute cette force de vie, et j'ignorais tout de ton histoire, hein. Je ne savais pas quand tu avais été touché par la maladie, enfin tout ce qui s'était ensuite, pardon, et vraiment de voir comment tu t'es relevé, ça m'a vraiment donné une énorme envie de te connaître plus et que tu puisses offrir ton témoignage. Et c'est d'autant plus poignant que tu nous parles du cancer chez les enfants. Et tu vois, par exemple, j'ignorais que la chimio était faite sans aucune anesthésie. Et pourquoi le sais-tu chez les enfants? en fait, l'anesthésie totale est sur le long terme encore plus délétère au niveau des capacités cognitives D'accord, parce on a ce traitement pratiquement toutes les semaines. Et en fait, ça serait beaucoup trop impactant au niveau des capacités intellectuelles. En plus des risques, bien entendu, qu'on prend parce qu'une anesthésie générale, c'est un toujours, risque. oui. C'est un risque, toujours, tu vois. Donc, mais après, il y a des vrais outils qui nous avaient été partagés en gestion de la douleur. Donc, nous, on avait vraiment déjà en pédiatrie eu contact avec l'hypnose, l'auto-hypnose. Donc, on a beaucoup pratiqué l'auto-hypnose en pédiatrie à mon époque déjà. Donc, on avait un outil qui était donné qui était très fort pour la douleur, que moi j'ai beaucoup utilisé aussi, bien entendu, avec mon retour à la danse. Et comme tu parlais très justement de cette phrase que les médecins ont dit à ma mère, parce que moi j'ai eu des effets secondaires très conséquents, des réactions en fait, qu'ils n'ont jamais vraiment pu comprendre. J'ai eu des abcès qui ont grossi entre des accès de pus d'un liquide, qui ont grossi entre les os et les muscles du bras, de la cuisse, de la fesse, du fessier interne et du mollet dans le côté gauche. Donc en fait, je ne pouvais plus du tout plier le bras et je ne pouvais plus m'asseoir, je ne pouvais plus marcher. J'étais vraiment immobilisée sur le lit en fait. Et ça a duré plusieurs mois. Et bien sûr, un petit peu de kiné, mais et ils ne pouvaient pas forcément opérer, ils ne savaient pas comment opérer, parce qu'ils savaient que s'ils opéraient vraiment un cœur ouvert, je ne survivrais pas à l'opération. Et ils ont recherché des solutions de comment faire. Voilà. Donc finalement, ils ont décidé 6 mois plus tard. Donc pendant 6 mois, j'ai eu beaucoup de morphine. C'était bien entendu très douloureux. Euh, donc j'ai eu une addiction à la morphine aussi très jeune. Et ils ont décidé de ponctionner en fait les abcès. Et toute cette période de gros dosage de morphine, hein, déjà, de réelle addiction à la morphine, de réelle douleur,
ça a été là aussi un cheminement. Et je remercie encore ces médecins fabuleux parce que ils ne m'ont jamais menti. Ils ont toujours été extrêmement clairs, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Ils m'ont toujours parlé que à moi. Ils parlaient à mes parents et ils me parlaient. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression de pouvoir décider, de pouvoir avoir un, un poids dans la décision qui serait prise, de pouvoir comprendre ce qui m'arrivait et qu'on me donnait les outils pour naviguer l'information. Donc, il s'asseyait toujours sur des gros ballons de gym, là, les gros ballons ronds à ma hauteur, et il m'expliquait réellement qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a telle décision qui est prise, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et par contre, la seule décision qu'ils ont décidé de ne pas, ils ont décidé d'abord d'en parler à mes parents, parce que sinon, ils faisaient toujours l'inverse. Ils parlaient toujours à l'enfant d'abord et ensuite aux parents. Et la seule décision qu'ils ont décidé d'abord en parler à mes parents, c'était, ils voulaient les prévenir, qu'ils devaient me prévenir que je ne danserais plus. Parce que le corps avait été beaucoup trop impacté par ces abcès, qu'il était difficile pour moi de marcher normalement, donc je boitais beaucoup. Et ils ont dit à mes parents, il faut la préparer. Elle se projette comme ça à pouvoir devenir danseuse, mais elle n'y arrivera pas. Le corps ne va pas suivre. En fait, il a été trop Et tu impacté. avais, et Et, tu ma, avais quel âge là? et j'avais du coup 13 ans et demi. D'accord. 13 ans et demi. Et ma mère leur a dit, ne lui en parlez pas. Vous ne lui dites rien. Ça la tient en vie. C'est son espoir. C'est sa raison d'être. Vous ne lui en parlez pas. On verra. Et ça, je remercie, une énorme sensation de gratitude vis-à-vis de ma mère, de m'avoir laissé croire, vraiment, que bien sûr, reprendre la danse. Et donc, du coup, souvent, je lui demandais, bon, t'es d'accord, hein, je retourne à l'internat, je retourne à la danse. Oui, oui, t'inquiète pas, ma chérie, tu vas y arriver, tu retourneras. Et ça m'a tenu ces 10 mois d'hospitalisation. Du coup, comme je disais, j'avais eu cette expérience de mort imminente. Ça m'a permis, j'ai été en soins intensifs sous la cloche pendant longtemps. Ça m'a permis de traverser toutes ces étapes en voyant cette trajectoire, en voyant cette lumière de je retournerai en studio de danse, je retrouverai cette odeur très connue, tu vois, du bois, de la pointe qui a chaud, voilà, cette odeur très particulière des studios de danse. Et ce fut pour moi ce qui m'a tenu aussi pour tout ce qui ma désintoxication Morphine. enfin, on dit pas désintoxication, mais Des voilà, de morphine, accoutumances. mais voilà, qui a été très très violente pour moi. Euh, et je pense que c'est ça, c'est le fait de s'accrocher. Ça, c'est vraiment mon histoire, je crois, et que j'enseigne aussi à mon fils au jour d'aujourd'hui, parce que je suis maman. Et là, c'est pareil. On m'avait dit que à 18 ans, par contre, là, on m'avait annoncé, tu n'auras pas d'enfant. Oui, et là, Il on en vient faut, aux effets secondaires de tous les traitements que on vous en, avez étant enfant. exactement. Exactement, parce qu'en fait, on les a pendant notre adolescence. Donc, moi, ça a beaucoup impacté mes premières règles. Je les ai eues très, très tard, hein. Bon, après, ça s'est chevauché aussi avec le fait que j'étais danseuse et que j'avais des gros rythmes d'entraînement, mais j'ai eu mes règles que vers 17 ans, 18 ans. Et en fait, le gynécologue me disait, ça va être compliqué, les ovaires se sont mal développés, ils sont restés très petits, voilà. Et les oncologues m'avaient prévenu en me disant, ça va être compliqué, c'est compliqué d'avoir des enfants. Il y a un énorme taux de stérilité, en fait, tout simplement, parce que le corps n'a pas pu bien se développer. Et, et j'ai laissé cette idée, et en même temps, j'ai toujours imaginé que j'avais un fils. Donc, durant toute ma début de vingtaine, j'ai imaginé, je le voyais avec ses petites frisottis, je nous voyais dans le train, je voyais des scènes comme ça très précises. Et à 27 ans, j'ai refait un contrôle et on m'a dit, mais là, il y aurait plus de raison que vous n'ayez pas d'enfant. Et voilà, les ovaires sont de taille normale, voilà, il y a plus de problématiques physiques, anatomiques. Donc, j'ai eu un fils et c'était un grand moment de joie, bien entendu, parce que c'est mes médecins, du coup, mes oncologues qui m'avaient suivi, je les ai invités à la maternité.
Ils sont venus de loin quand même pour rencontrer oui. mon fils et c'était magnifique parce que même eux n'y croyaient pas, enfin que j'aurais pu avoir un enfant. Et pareil, ils sont venus me soutenir à le premier spectacle que j'ai dansé en compagnie à Zurich. Ils sont venus me voir, très émus, bien entendu. Euh, et, et à chaque fois, ils se sont excusés d'avoir eu tort. Et ça, c'était pour moi très, très, très important. Même, alors ça, bien sûr, je les ai pris dans mes bras parce que j'ai beaucoup d'affection pour ces médecins, mais en leur disant, vous voyez, du coup, ça vous aura appris qu'on ne peut jamais décider l'avenir de ces enfants-là. Et ils m'avaient vraiment dit à un moment donné, mais on a arrêté de dire des pronostics comme ça grâce à toi. Et Oui. ça, c'est fort. Ça, c'était vraiment fort pour moi, en fait, parce que arrivé à l'hôpital, tout de suite, il m'avait dit, ce sera 80% de ton mental. Et dans ton cas, vu que tu arrives en phase vraiment très terminale de ton cancer, ça sera plutôt 90% de ta guérison sera ton mental. Et le 10%, ça sera la chimio qui va ralentir la leucémie. Mais ça va pas te soigner, en fait. C'est toi-même qui va devoir te soigner. Donc, ils avaient déjà une approche, si tu veux, très... ils impliquaient les Et enfants. une, Ils ouais. impliquaient les enfants Et une beaucoup. approche très holistique qu'il y a en Suisse et qu'il y a beaucoup moins en France. Alors ça commence à venir parce que j'avais reçu le docteur Jean-Loup Mouisset, qui est le pape de l'oncologie intégrative, qui justement disait la même chose que toi. L'oncologue ne sait pas, c'est le patient qui sait. Et il faut que nous, Ouais, en tant que médecins, en tant qu'oncologues, nous apprenions à écouter et surtout à entendre ce que dit notre malade. voilà, exactement. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup servi, cette approche-là du médecin. C'est quand je revenais, par exemple, dans mes contrôles et que j'avais 16 ans, 17 ans et que je souffrais énormément en danse, hein. C'était vraiment reprendre la danse professionnelle après un cancer, ça a été énormément de douleur. Et des fois, je revenais pour mes contrôles sanguins, pour les contrôles réguliers. Et une fois, j'en parlais. J'en parlais à mon médecin. Je lui disais mon grand découragement en lui disant, mais ce corps, il va jamais y arriver. Il va jamais y arriver. En fait, il est trop abîmé, il est trop à la traîne, et puis il est rigide, et puis je retrouve pas ma souplesse, et puis j'ai mal, en fait. C'est que de la douleur. J'ai tout le temps mal. C'est que de la douleur. Et ses os, en fait, voilà, je voyais devant moi le squelette. Et lui, il m'a dit, parce que j'avais mal aux os, j'avais mal dans mes Alors, os, en il faut fait. dire que, en plus, pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, c'est que d'une part, il y a les douleurs post-chimio, post-cancer, mais la danse est un sport très, très exigeant et qui, en plus, fait souffrir les personnes normales qui le pratiquent à haute dose, comme toi, de manière professionnelle. Et ça, on n'en parle pratiquement jamais. Voilà, exactement. Et du coup, il m'a dit quelque chose de très vrai qui m'a habité depuis toujours. Il m'a dit, le corps est fait de 80% d'eau. Toi, tu te focalises sur les os qui te font mal, mais en fait, tu te focalises sur le tout petit pourcentage. Le corps est fait de 80% d'eau. C'est toi qui décideras l'évolution et la métamorphose de ton corps. C'est de l'eau, c'est mobile. C'est Alors, mobile. Garde ton esprit mobile et travaille sur ton corps comme quelque chose de fluide. Et ça, c'était merveilleux aussi. C'est un superbe conseil, tu vois. Et je l'ai gardé beaucoup avec moi. Et à chaque fois que j'ai une limitation, une limite corporelle ou même intellectuelle, je me dis, c'est fluidifie tout ça. Fluidifie tout ça et le corps peut devenir à ton image. Et non dans la force et non dans l'obligation de plier ce corps à l'entraînement, à vouloir que, voilà, par la volonté, en fait, vouloir en faire quelque chose. Non, non, par quelque chose de presque comme une matrice, tu vois, quelque chose de très féminin, de très rond. Et du coup, j'ai complètement changé mon approche du corps, qui en danse en plus, comme tu disais, est extrêmement exigeant et vraiment très dur. Euh, et j'entendais cette approche-là et je la respecte pour ce qu'elle est. Mais j'avais toujours cette voix dans ma tête qui disait, tu peux entendre ça, il y a de la valeur dans ça, mais pour toi, quelque chose d'autre marchera mieux. Et c'était trouver cette fluidité, trouver cette bienveillance de aujourd'hui c'est comme ça,
demain, ça sera autrement. De voir cette patience-là comme de l'eau qui a un système d'érosion, tu vois, un processus d'érosion. C'est petit à petit, mais pas dans la force, mais dans la Qu'on ne peut continuité. pas arrêter, qui coule et qui Voilà. est toujours là. Waouh! Et là, rétrospectivement, on pourrait dire qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Est-ce que ça a été l'annonce? Est-ce que ça a été la partie quand tu étais sous bulle, tu dis sous cloche? Est-ce que ça a été la reprise, le post-cancer? Est-ce que ça a été plutôt côté émotionnel ou côté physique ou... Parce que c'est vrai que la préadolescence et l'adolescence, en plus, sont des périodes charnières de notre vie. Oui. Moi, ce qui a été le plus difficile, c'était que le cancer avait presque mis une parenthèse dans mon développement identitaire. Parce que bah, j'avais été ex- exclue, on va dire, d'une vie d'adolescente normale. Alors déjà, moi, les conneries, autant te dire que j'en ai jamais fait. Euh, pas comme on s'entend à l'adolescence, en tout cas. J'ai vécu dans une petite communauté d'enfants malades. Euh, du coup, j'ai fréquenté la maladie et la mort, surtout, très jeune. Et il y a des enfants qui sont décédés. Et ces enfants-là sont tous venus me voir avant de mourir. Ils savaient qu'ils allaient décéder. Euh, Ils avaient conscience de l'absence du vide que leur absence générerait dans leur famille ou chez leurs parents. Quand tu as vécu quelque chose comme ça à l'adolescence, mais je pense même aussi au niveau de l'adulte, mais ça, pour moi, je l'ai vécu à l'adolescence, c'est sûr que quand tu as 18 ans et que tu parles avec d'autres copains et copines qui ont ton âge, qui n'ont pas vécu ça, il y a une profondeur d'âme euh, qui n'ont pas, mais c'est normal, et c'est pas pour leur en vouloir, tu vois, ils ont juste un parcours de vie qui est, on va dire, Protégé. donc, protégé, et puis dans cette insouciance de la jeunesse, dans cette beauté de se sentir immortel comme ça, de pouvoir prendre des risques parce qu'ils savent que, ouais, ils y pensent même pas. Mais quand on a fréquenté la mort comme ça, Mm. on sait que tout peut changer du jour au lendemain. Donc, en fait, on a une urgence de vie qui est quand même dans la lenteur. Et ça, c'est assez spécifique quand tu fréquentes des jeunes gens qui sont dans la rapidité, dans l'excès, dans se montrer, dans être fort, dans être, de parler fort, d'être exubérant comme ça. Alors que toi, tu as une urgence de vivre, même des fois une culpabilité du survivant, mais dans une lenteur presque contemplative. Alors après, ça fait des décalages qui sont très difficiles à vivre. Et moi, c'est ce décalage-là qui a été extrêmement difficile parce que je n'arrivais pas à me connecter aux gens de mon âge, alors que j'en avais envie, j'en avais besoin. Donc je me suis sentie des fois très seule, des vrais moments de solitude qui m'ont qui m'ont pas toujours beaucoup aidé à penser positivement après mon cancer, par exemple, mais qui me laissaient me sentir trop différente. Et jusqu'à ce que je me dise, ben, peut-être je suis pas si différente, mais du coup, qui c'est qui pourrait me ressembler? Et en fait, moi, c'est ça. Ça a été la quête ensuite. La quête de trouver des gens qui vibraient à une même hauteur que moi. Pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Alors, je me suis entourée de gens HPI, je me suis entourée de gens, tu vois, après, j'ai trouvé les bizarres. Les Bienvenue bizarres, dans le mais pour club. d'autres raisons. Voilà, Et ce tu que vois. tu disais justement, je l'ai vécu en tant que HPI différemment, puisque j'ai pas du tout le même parcours, mais où on est décalé par rapport aux autres. On ne comprend pas, on veut, mais on n'y arrive pas. Bizarre. Voilà. On est les bizarres. On est les bizarres. Et puis finalement, après, j'ai trouvé que c'était une telle richesse de s'accepter, de s'aimer comme ça. Et parce que bah, moi, ça m'a fait rencontrer des gens exceptionnels, exceptionnels, que des fois je comprenais pas quand ils parlaient, mais avec une créativité, une capacité d'être atypique, de penser hors case, de vivre d'une manière atypique. Voilà, il y avait plein de gens vraiment atypiques. Je pense que c'est ça mon réseau d'amis, si je devais le Qualifié? le résumé à un mot, c'est Mm. atypique. Et ça m'a donné énormément de force de m'accepter, parce que j'acceptais cette beauté chez les autres. Je voyais la richesse de la différence et, et je,
et elle m'amenait, elle m'élevait. Leur différence m'élevait, tu vois. Et du coup, ça m'a amené vers ce retour vers moi en me disant, si je peux apprécier ça chez les autres, je peux apprécier ça chez moi. Et si les autres atypiques, avec leur parcours bizarre et leur vie ponctuée de bizarreries et d'exclusion aussi, peut, peut m'amener cette élévation, et ben moi, je peux certainement aussi, j'amène cette élévation chez autrui et j'en ferai maintenant du coup une force. Au lieu de cacher ce parcours, au lieu d'être un peu timide ou de me gêner de cette histoire, non, je décide que ça peut élever les autres, tu vois. Du coup, dans mon parcours, après, je l'ai partagé. Alors, pas dans le sens de victime, ah, regarde-moi, je suis maintenant danseuse et j'ai vécu tout ça, donc je suis exceptionnelle. Donc, c'était pas ce parti pris-là, tu vois. C'était vraiment de dire, quand tu es découragé, trouve la raison de pourquoi tu fais les choses. Et la foi dans ce que tu imagines pour toi, tu vois, que tous les rêves sont possibles. Il y a un vrai message de vision pour soi-même, tu vois, et ça, je pense que ça a été pour moi important de la partager. Et c'est une chose que beaucoup de personnes n'ont pas, surtout les adultes, parce qu'ils sont dans la maladie, dans la peur de la mort, qu'on a tous plus ou moins. Enfin, quand on a fait une NDE ou une EMI comme tu as fait, et j'en ai fait une à 27 ans, euh, je pense qu'on n'a plus cette peur de la mort, mais la majorité des gens qui n'ont pas vécu cela restent dans la peur de l'inconnu, de la mort, de la faim, etc. Mais de ne plus avoir ça et de pouvoir partager, c'est merveilleux ce que tu fais. C'est vraiment une richesse folle de pouvoir transmettre tout ce que tu as vécu, d'en avoir fait une force et d'avoir eu cette mission d'âme, on pourrait dire, cette mission de vie, de rendre quelque part ce que tu as reçu de par ton travail, de par ton, enfin travail. C'est pas ce terme-là, de ton parcours. Oui, ouais, ouais, ouais. Non, pour moi, ça a été inspirer les autres. Tu vois, après, j'ai un métier créatif, donc pour moi, c'est sûr que ça va avec la description. Mais après, quand j'ai commencé à enseigner, quand j'ai commencé à coacher les danseurs pros, pour moi, ça a toujours été vraiment important d'être source d'inspiration, mais pas de les inspirer eux par mon parcours, mais de les connecter à ce qui les inspire eux-mêmes de leur propre personne. Tu vois, moi, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime permettre aux personnes que je coach, que j'accompagne, de se reconnecter avec leur lumière. Oui, puisque tu en as fait ton métier. Maintenant, tu es coach. Ouais, Et justement, on en parlait hier lorsque nous avons pris connaissance, c'est tout récent notre connexion, parce que je disais qu'en France, les coachs sont très mal vus, parce que pour les malades, j'ai eu ce retour, oui, je n'accepte pas qu'on fasse du fric avec la maladie. oui, Et côté coach, c'est à une connotation non médicale, non paramédicale, un peu gourou, un peu quelqu'un qui est formé on ne sait pas trop comment, qui te dit on ne sait pas trop quoi, et qui se fait de l'argent sur son dos. Excuse-moi, mais c'est ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit également. Et absolument. c'est dommage parce que moi-même, j'ai été aidée par une coach de l'association La Vie Kintsugi, que je recommande d'ailleurs à toutes les personnes en post-cancer et en cancer et leurs aidants, qui m'a aidée à franchir un cap. Là, c'était sur la maladie, se reconnecter à soi, se reconnaître, avancer, enfin, tout, une problématique qui m'était propre. Et personnellement, je trouve que les coachs ont des outils que n'ont pas les psychologues qui nous voient dans les CHU. J'ai vu une psychologue qui était très bien, mais comme j'avais déjà des outils comme toi, tu en as d'autres dans ta boîte à outils, moi j'avais l'EFT, donc tout ce qu'elle me disait de faire, de verbaliser ce que j'avais vécu, ça ne m'aidait pas puisque j'avais fait tout le travail en amont. Oh, je bafouille, pardon. J'avais fait en amont tout le travail qu'elle me demandait de faire. Donc, ça peut aider beaucoup de gens, mais pour ceux qui ont fait, qui ont passé cette étape, on a besoin, comme je lui disais, moi j'ai besoin d'outils.
Je suis allée au Mm. Absolument. maximum avec le FT, mais maintenant je ne peux plus, puisqu'on ne peut pas se traiter soi-même, puisque l'inconscient refuse qu'on touche à ce qui fait mal, enfin ce qui est potentiellement dangereux tel qu'il le considère. Mais les psychologues, enfin ceux et celles que j'ai vus, n'ont pas ces outils et ne peuvent pas nous aider comme un ou une autre coach peut le faire. Absolument. Et c'est vrai que je recommande vraiment au moins de se renseigner sur les coachs, sur ce qu'ils font. Et donc, toi, Oui, tu as commencé à être coach vraiment dans ton métier de danseuse. exactement. Et je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des idées reçues sur les coachs, surtout quand ils accompagnent des gens à travers la maladie, c'est-à-dire soit durant les traitements, soit en post-cancer. Donc, il y a ces a priori-là, euh, ces pensées-là, et tu les as très justement exprimées. Et la deuxième chose que tu disais, qui je pense est très très vrai, c'est que le coach n'est pas forcément psychologue, mais les deux ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire que moi, je crois énormément au travail en réseau. Ça, c'est d'une part, et aussi à différentes étapes d'évolution. C'est-à-dire que la psychologue, et le psychiatre, ils ont des rôles à jouer dans des moments clés de la vie. Et le coach va arriver quand la personne ressent certainement plus le besoin d'être que suivie par un psychologue, mais souhaite d'autres outils, comme tu disais. En fait, c'est une continuité. L'un ne va pas forcément remplacer, l'un ne remplace pas le job de l'autre, mais tout peut fonctionner ensemble, soit se chevaucher, soit se succéder, soit travailler en réseau. Ça dépend toujours le rythme avec lequel la personne elle a envie de rebondir d'une difficulté, je dirais. Et je pense sincèrement que seul, on avance beaucoup plus lentement que quand on est accompagné. Totalement, parce qu'il suffit d'une phrase pour créer un déclic et faire avancer une situation. Et, Absolument. Et pardon. excuse-moi, excuse-moi. Et du coup, ben oui, moi j'ai comment j'ai été préparatrice mentale, enfin je le suis encore pour la danse, donc pour les danseurs professionnels. Et du coup, nous on travaille sur ils sont déjà arrivés à un niveau, si tu veux, de préparation mentale. C'est plus des débutants. Ils sont déjà professionnels ou ils sont pré-professionnels, donc ils ont déjà un niveau de préparation mentale qui est qui est développé, qui est avancé. Mais il y a toujours des étapes dans la vie où il y a besoin de déblocage. Même quand on est très très haut au niveau de son état d'esprit, quand on est très ancré, il y a toujours des possibilités de développement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Et on va rencontrer des personnes qui vont pouvoir nous accompagner au niveau où on est, jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau un peu supérieur. Et là, bah, des fois, la personne, elle va pouvoir suivre cette évolution. Et des fois, c'est le temps de changer. Mm. C'est le temps d'aller voir une autre personne qui va pouvoir, hop, reprendre le chemin à ce niveau-là et vous accompagner sur un petit cheminement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est percevoir son développement personnel comme quelque chose qui n'est pas fiché qui a des étapes et chacune de ces étapes peuvent bénéficier d'une approche. C'est un développement par palier que l'on connaît toutes, et d'autant plus pendant le cancer où souvent on est bloqué sur une problématique. Enfin, je peux parler pour moi où pendant 2 ans, sur les 3 ans que j'ai vécu, les amis me disaient, mais tu ne parles que de ton cancer. Je ne pouvais pas faire autrement parce que j'étais plongée dedans de par les traitements, de par mon corps, enfin, je voulais sortir, mais je n'avais pas l'outil pour débloquer ce qui a été fait par la suite. Et donc, pour en revenir à ce que tu fais, deux préparatrices mentales pour sportives, pour danseurs et danseuses, maintenant tu te retournes vers un nouveau job de coach pour personnes ayant vécu le cancer. Donc, tu me disais d'abord pour ceux qui les ont vécu jeunes, et tu as étendu ta proposition, ton offre, ton expérience. Absolument. Aux adultes, oui, parce que les jeunes, bien sûr, les jeunes adultes, ça me parle parce que c'était moi. Moi, j'étais dans leur cas à eux.
Les jeunes adultes, ils ont besoin ils ont besoin de sentir qu'il y a une vraie raison d'être. Ils ont besoin d'avoir euh, oui, cette raison d'être très fortement, en fait, pour cet élan dans la Une forme vie. de foi, mais qui n'est Et pas religieuse, voilà, une ni forme forcément spirituelle, enfin. voilà, et ils ont une énergie vitale, bien entendu, de par leur âge, qui demande juste à être propulsée. Euh, mais dans une identité qu'ils n'ont pas eu le temps de construire à un rythme habituel. Donc, en fait, il y a comme dans toute personne qui est atteinte du cancer, va avoir une crise identitaire majeure. Et chez les jeunes adultes, en fait, cette crise identitaire, elle doit être très, très rapidement, en fait, elle doit pouvoir se débloquer parce qu'en fait, ils sont dans un rythme de vie qui leur demande d'avancer, d'avoir cet élan. Ils ont envie, ils ont envie, mais s'ils se sentent du coup en crise identitaire trop longtemps, ça peut leur amener énormément de choses négatives. Donc, le dynamisme, il est légèrement différent chez les jeunes adultes que chez les adultes. Mais le mécanisme, on va dire, il va rester le même. C'est se reconnecter, c'est ce retour sur soi. On a une crise identitaire. Et moi, j'aide les gens à se reconnecter sur ton essence profonde, tes qualités, tes forces, tes faiblesses également. Mais on va reconnecter réellement sur, comme tu disais, après, c'est plus ou moins spirituel, mais la mission de l'âme, en fait, c'est, OK, tu es encore en vie, il y a une vraie raison de ce fait-là. Quelle partie de toi a été oubliée? Donc, on reconstruit l'identité avec aussi en alignement avec ce que la personne, elle souhaite maintenant. Et des fois, il y a un souhait, j'aimerais ça, mais je n'arrive pas à l'atteindre parce qu'il y a une vraie crise identitaire et on n'a pas tous les outils déjà, des fois, pour se reconnecter, pour se réaligner. Et surtout, la peur du choix, la peur de la que décision. l'on- Et ça, c'est vraiment oui. flagrant parce qu'en fait, on est dans la maladie, on va avoir euh, peur, des peurs existentielles profondes. Et en fait, ça va générer des fois des mécanismes où la prise de décision, la prise de risque va être plus difficile à prendre. Et c'est connecté, bien sûr, par effet domino à un manque de confiance, à une confiance qu'il faut reconstruire, à un amour de soi qu'il faut reconstruire, à un lien avec le corps qu'il faut reconstruire. Tu vois, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qu'on veut reconstruire, qu'on veut rebâtir. Mais en fait, moi, mon message ou mon envie, c'est de dire, même, ou je veux dire, malgré la maladie, on a le droit de vouloir vivre grand après. On a le droit d'avoir des ambitions professionnelles. On a le droit de vouloir révolutionner sa vie. On a le droit de vouloir vivre en harmonie avec ce qu'on se sent être et briser en fait oui, toutes les chaînes qu'on a pu accumuler. On a fait des choses pour plaire à ceci, pour plaire à cela, par conviction, ou les convictions ont peut-être changé. Enfin voilà, donc c'est réharmoniser notre vie vis-à-vis de qui on est. Et des fois, il faut un petit peu d'aide pour savoir qui on est après la maladie. Et je dirais d'autant plus quand on est adulte et qu'on a accumulé des couches de tu dois, il faut, c'est comme ça. Donc, qui sont à la fois sociétales, qui sont sociales, qui sont familiales. Et comme je disais, la vie actuelle n'est pas du tout celle qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents qui nous ont transmis leur enseignement. Mais ma génération née dans les années 50 est la seule de toutes celles qui l'ont précédée, pardon, qui n'a pas connu la guerre. Donc ce que m'ont transmis Mm. mes parents, mes grands-parents et leurs aïeux, c'était des stratégies de survie qui, jusqu'ici, et espérons-le pour nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui suivront, ne sont plus adaptés. Puisque maintenant, on est justement dans cette société de luxe, pourrait-on dire, par rapport à ce qu'ils ont vécu, puisqu'ils étaient dans la recherche, enfin dans la survie pure, chercher de quoi manger, chercher comment, de quoi chauffer quand ils étaient en période de crise, de guerre ou de famine. Et là, on a vraiment tout à recréer, et notamment ces aspirations personnelles qui n'avaient pas lieu d'être auparavant. Parce que comme disait la Absolument. pyramide de Maslow, il faut d'abord répondre à tous nos besoins
profond, sécurité, confort, nourriture, famille, avant de pouvoir accéder au développement personnel. Et là, maintenant, on est dans cette période où on peut. Et c'est d'autant plus dur quand on est adulte, parce que bien, on a des couches et des couches de conditionnement, pourrait-on dire. Le premier étant, il faut travailler dur. Et donc, il faut accepter pratiquement n'importe quel travail pour gagner de l'argent, pour avoir de quoi manger. Mm, Et il mm. y en a tellement actuellement qui sont malades et qui vivent malgré leur travail. Et Ouais. c'est un des piliers sur que tu dois rencontrer, certainement, d'arriver à déconstruire tout ça et à se dire, bon, j'ai le droit, moi, mon rêve, c'était d'être danseuse. Comme disait la chanson, j'aurais voulu être un artiste. Oui, exactement, tu vois. Et moi, je me dis, alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de nous partager, mais c'est vrai que je déconstruire des pensées limitantes, moi je les appelle des pensées limitantes, des fausses vérités hein, qu'on se dit et qu'on a complètement intégrées, qui nous freinent en fait, qui vont nous freiner à vivre notre meilleure vie, notre plus grand destin. Et ça, c'est vraiment quelque chose, bien entendu, c'est le noyau du travail. C'est-à-dire qu'on va retravailler les cheminements de pensée, comme je les appelle. C'est-à-dire qu'il y a des cheminements de pensée qui vont être directement liés à notre relation au corps après la maladie. Des fois, l'amour de son propre corps après la maladie, il est compliqué. Et, et, et le fait de se sentir des fois aussi comme, euh, comme deux personnes, tu vois, il y a le corps et il y a la tête, et on a de la peine à se reconnecter à former un, à être aligné comme ça. On a de la peine à intégrer son nouveau corps aussi, parce que des fois, il y a des vraies séquelles aussi physiques qui nous gênent, qui nous embarrassent, qui nous font nous ressentir pas bien dans notre corps. Et en Oui, fait, quand on n'est pas bien dans notre corps, nos pensées sont oui. influencées. La qualité de nos pensées vont être influencées. Quand tu as mal, quand tu te sens mal à l'aise, quand tu te sens pas bien dans ton corps étrangère comme ça, forcément, ça va impacter la qualité de tes pensées, la performance de tes pensées également, et la capacité à se projeter sur autre chose. Et on va retravailler ces cheminements de pensée-là. Donc, bien sûr, par le corps, via la connexion corps-esprit, et également, on va retravailler la manière de définir ce qu'on Mm. ressent. Comme je disais Tu vois? dernièrement, c'est pas moi ça. C'est pas moi ce corps qui a mal, Ouais. qui a besoin de canne, qui a besoin d'attelle pour avancer, et tout se referme. Mais pour en revenir à ton parcours de vie, tout ce travail, tu l'as fait toute seule ou tu as été aidée en Alors moi, post-cancer? oui, alors moi, j'ai beaucoup fait toute seule. J'ai beaucoup fait toute seule. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu un burn-out à 27 ans et le burn-out physique, hein. Donc, du coup, vraiment, du fait de l'intensité de ma profession, du fait de pas forcément toujours être dans une dynamique d'amour pour moi-même. Moi, j'ai très, très, très longtemps senti cette dissonance avec mon corps, comme si mon corps n'était pas... moi, je ne devais pas avoir ce corps-là. Tu vois, moi, j'étais tout... Et puis, en fait, dans ma vingtaine aussi, vu que les effets secondaires qui arrivent beaucoup plus tard, euh, j'avais toujours des problèmes, j'avais toujours des petits trucs. Et du coup, ma santé était tout le temps un sujet. Et ça, c'était très pesant pour moi. Et en fait, heureusement que j'avais des médecins vraiment formidables. Donc après, c'était les médecins du sport. Il y avait certains médecins qui étaient extrêmement performants. J'ai toujours gardé contact avec mes oncologues, avec surtout un. Euh, j'ai eu un ostéopathe merveilleux, mais en fait, c'était pas, voilà. Et après, moi, je me suis formée, en fait. J'ai étudié parce que je ne trouvais pas toute seule je ressentais des choses, mais que je ne comprenais pas. Et puis, certaines personnes me donnaient des outils, des choses comme ça. Mais bon, il a fallu que je fasse le lien avec beaucoup de choses. Et j'ai eu des coachs merveilleux aussi en danse qui ont surpassé tout le monde. Tu vois, moi, j'ai été l'élève de superstars, en fait. Donc, ces gens-là, ils sont exceptionnels dans leur manière de voir les choses, dans leur vision, dans leur capacité à accéder à leur vision. Donc, si tu veux, mis bout à bout, entre mes médecins,
mon ostéo qui était fabuleux, mes coachs qui étaient incroyables. En fait, mis bout à bout, j'avais plein d'informations. Et ces informations, à chaque fois, je les ai vraiment recherchées dans un contexte scientifique, parce que j'avais vraiment besoin aussi de comprendre pourquoi, par exemple, le placebo marchait, pourquoi la manifestation de la réalité marchait. Donc il y avait plein de choses comme ça. Je voyais que ça marchait pour des gens, comment ça marche, tu vois, et tout ce qu'on va dire la physique quantique appliquée à sa vie. Euh, L'épigénétique, toutes Tu vois, les ça, tout neurosciences. ça, la psychobiologie de la guérison, enfin, euh, tout ça, j'ai beaucoup étudié en fait. Donc moi, je me suis beaucoup formée dans ma vingtaine. Et quand j'ai eu mon burn-out, là, je me suis dit, là, il faut autre chose. Il faut autre chose. Et j'ai étudié l'herboristerie. Donc, je suis rentrée en Suisse. Moi, je suis suisse d'origine et j'ai étudié l'herboristerie traditionnelle, les plantes, Ouais. l'énergie de la terre. Voilà. Et ça, c'était 4 ans fabuleux. Fabuleux. Parce que ça connectait plein de choses et ça m'amenait à nouveau, tu vois, d'autres outils. Et puis après, ben, bon, moi, j'ai pas mal étudié aussi tout ce qui est sciences de l'entraînement, bien entendu, par mon métier, mais voilà, donc je me suis vraiment formée. Donc, ce que j'enseigne aujourd'hui, on va dire, dans mon accompagnement, c'est l'aboutissement de tout ce De ta parcours hein, que vie. j'ai commencé à 10 ans et demi, en fait. Tu vois, donc ça fait 30 ans que chaque, euh, chaque nouvelle information est dédiée au développement de soi, que ce soit atteindre ses objectifs physiques, son développement spirituel ou atteindre son meilleur destin, en fait. Comment on fait? Comment on fait de manière pratique, tu vois? Et maintenant, on te voit une jeune femme radieuse et qui vraiment comment on veut dire, qui a un charisme, tu irradies. Oh, non, Non, mais merci. c'est pas pour t'envoyer des compliments, mais on sent que tu es habité par ce que tu dis et tu habites ton corps réellement. Oui. Là, avec tout ce recul, tu pourrais dire qu'est-ce que le cancer t'a apporté? Ah, je dirais ma meilleure vie. Vraiment. Et je dis ces mots-là avec pleine conscience. Ma meilleure vie. Le cancer m'a permis de me surpasser, d'avoir un dépassement personnel immense, de développer des outils, des forces, des points d'ancrage imperturbables. Et bien sûr, la vie, elle est faite d'épreuves. Hein. C'est pas parce qu'on a eu une fois une maladie qu'on n'en a plus après. Hein. J'ai des difficultés, comme tout le monde, j'ai des vraies épreuves à traverser, mais il y a ce phare, tu vois, il y a cette habitude de voir le phare dans la nuit, se dire, on y croit, tu vois, et, et, et c'est cette conviction de garder la foi à toute épreuve, une foi à toute épreuve. Et ça, je pense que c'est le cancer qui m'a appris ça. C'est c'est possible d'avoir sa meilleure vie, son meilleur destin à chaque étape. Chaque choix peut nous amener plus proche de notre meilleure vie ou peut nous amener en fait très, très loin de notre meilleure vie. Mais le cancer, il m'a comme été une école de la vie. Il m'a formé à à faire des meilleurs choix. En conscience, peut-être d'oublier toutes ces injonctions extérieures à nous et sur lesquelles Oui, nous nous basons toutes et tous, moi la première, pour faire des choix par peur, par fidélité, par limitation, oui, par ce que nous sommes. oui. Et aussi, moi, je sais que dans ma vingtaine, souvent, les gens, pas forcément de mon entourage proche, mais me disaient, ah, mais tu es capricieuse, toi, quand tu es insatisfaite, tu changes. Et il y a aussi, du coup, des choses on entend à vivre comme ça. Mais moi, je voulais vivre dans le respect de mes standards de vie, dans le respect de mes valeurs pour moi-même. C'est-à-dire que j'avais survécu, c'était pas pour me sentir misérable dans un métier qui me plaisait pas. C'était pas pour être malheureuse dans une vie, tu vois. C'était vraiment, je me suis toujours dit, tu as survécu la mort, c'est pour que des fois, fasses des choix très difficiles,
que des fois tu traverses des mois qui sont exténuants, qui des fois tu prends des prises de risques énormes, mais c'est parce que tu mérites ta meilleure vie maintenant, tu vois. Et donc, bien sûr que je traverse des fois des moments de réelle difficulté avec les choix que je Tout n'est prends. pas rose dans ta vie comme De- dans la vie de tout le monde. voilà, tu vois, mais c'est dans la conscience que c'est une Une étape. trajectoire. C'est une étape pour ce que j'ai défini comme étant un objectif qui est en osmose avec moi, tu vois, qui va me permettre de vivre une vie qui est en relation avec ce que j'ai décidé Mhm. pour moi-même, pour mes standards, pour mes Mais valeurs, tu ton vois. objectif pouvant évoluer avec la vie. C'est-à-dire que tu n'as pas Absolument. forcément l'objectif que tu avais il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Absolument pas. Absolument pas. Et c'est ça la beauté aussi d'avoir ces outils, c'est que la vie, elle change, elle t'amène des rencontres, elle t'amène des possibilités, des opportunités. Et est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les vois en fait? Ou est-ce que tu es si apeuré que tu ne les vois pas? Alors toi, Et pardon. tu vois, moi, c'est la vie, moi, j'ai sauté, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu comme une puce. J'ai sauté d'une opportunité à une autre parce que je les ai accueillis et que je n'ai pas eu peur du risque que j'allais prendre parce que, mine de rien, le cancer m'avait appris à avoir cette confiance dans ma résilience face à l'épreuve, de mon endurance face à l'adversité. Il y avait cette confiance que j'y arriverais. Et si des fois je doute comme tout le monde, euh, j'ai créé autour de moi le petit microcosme qui va qui va pas douter quand moi je doute, Et qui qui connaît va mes t'aider. forces, tu vois, qui va m'aider à me reconnecter à mes forces, qui va me rappeler qui je suis. Parce que j'ai décidé de vivre authentique vis-à-vis de ce petit microcosme. Donc, en fait, quand moi, je chavire, ils m'ont vu authentique, ils savent ce que je suis capable de faire, ils savent mes points de faiblesse, c'est transparent, et ils sont vraiment dans la capacité de m'aider en me ramenant à moi. Et là, tu parles de toutes tes personnes que tu connais qui te sont proches dans ce Voilà. Et du microcosme. coup, en fait, dans ce microcosme. Et du coup, bien entendu, la vie, elle évolue, la vie, elle change. Et c'est à nouveau tout le temps se repositionner. Est-ce que ces personnes, elles doivent rester? Est-ce que ces personnes, je dois les laisser partir? Est-ce que ces personnes, elles me sont bénéfiques? Est-ce que ces personnes, elles évoluent avec moi? Est-ce que ces personnes, elles évoluent contre moi maintenant? Parce que les gens changent, parce que la vie change. Parce que quand on avance certaines fois plus vite que d'autres, et il y a des gens, ils ne peuvent pas suivre, mais c'est pas, c'est juste que voilà, il y a des gens, moi j'avais beaucoup aimé ce proverbe qui disait, il y a des gens pour un jour, pour une saison, pour une année et pour la vie. Et c'est ça, tous les gens sont impactants. Tous les gens, moi j'ai beaucoup de gratitude pour tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, à chacune de mes étapes, que ce soit court ou que ce soit long, leur présence dans ma vie, mais tous les gens m'ont appris à aller vers l'étape suivante, tu vois. Et, moi, j'aime faire des points régulièrement, tu vois. Je reviens Je connais, à qui je m'entoure, connais. tu vois, qui m'entoure, euh, qui est-ce que je dois laisser partir. Des fois, c'est qui est-ce que je dois rappeler. Parce que des fois, on se sépare de personnes et en fait, on se dit, cette énergie, elle m'est fondamentale. Tu vois, donc des fois, voilà, ça permet d'avoir ces cycles-là que moi, je trouve assez mouvants et assez vrais. Parce que la vie, elle est Oui, c'est mouvante. le cycle de la vie. Et ce que tu dis, ça me fait écho parce que depuis quelques années, j'accepte toutes les synchronicités que la vie met sur mon chemin. Je vois quelque chose qui me hâte comme ton poste, j'y vais. Ça se fera pas, tout est OK. Alors qu'avant, j'aurais dit oui, c'est super, tu te rends compte, mais jamais elle voudra te rappeler ou qu'est-ce que tu es. Ouais, Là maintenant, j'y vais et j'ai fait de merveilleuses rencontres, des choses, mais des petits parcours de vie, quelquefois d'une heure ou de plusieurs mois, ou comme tu dis, de plusieurs années. Mais ce côté de rester ouvert à ce que la vie met sur notre chemin et qu'on ne voit pas dans notre absolument. vie actuelle, enfin actuelle, d'avant, parce qu'on est trop la tête dans le guidon
à s'en faire pour des choses très matérielles, bon, ce qui est logique, ce qui est écoutable également, parce qu'il faut vivre, il y a toute la vie matérielle, mais souvent on laisse passer des, comment on pourrait dire, je trouve pas ce mot, des possibilités, des choses qui nous auraient fait avancer d'un bond. Absolument. Oui, 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 oui. Et moi, je pense que la gratitude, alors moi, c'est une pratique que je prône, hein, c'est vraiment... Des fois, la gratitude, elle nous permet justement de rentrer dans un état de conscience où, parce que la gratitude, c'est donc, la gratitude, c'est donc une pratique qui va nous mettre dans un état de conscience où on va beaucoup mieux, en fait, percevoir ces opportunités-là. Parce qu'on a l'habitude, quand elles arrivent, même si on les a ratées, on a l'habitude de les rechercher. Alors peut-être, On a l'habitude de rechercher les moments de gratitude, tu vois. Et ça nous permet ensuite de les voir mieux. non, je ne sais pas si c'est comme ça que moi je le conçois, parce que je pratique la gratitude et tous les jours je dis Ouais, merci, ouais. voire même des fois, excusez l'expression, merci pour cette journée de merde. Demain je comprendrai pourquoi je l'ai vécue. Mais merci d'être en vie, tout simplement. Merci d'avoir pu vivre cette expérience. Mais je recherche pas vraiment ces synchronicités, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus elles viennent à moi. Mais je crée un terreau fertile pour qu'elles se développent, pour que je vois la petite graine qui est là, que je l'arrose, que je m'en occupe un peu. Et c'est vrai que ça fait toute la différence. De même que de ne plus avoir ce regard de peur envers les autres. Combien on voit de gens qui voient quelqu'un de différent et qui dit, mais oh, celui-là, il est comme ci, elle est comme ça, et qui ne vont pas vers l'autre parce que justement, ils ont peur. Ça va de la peur d'être jugé à la peur de l'autre qui soit... et quoi au juste? Oui, non, absolument. Moi, je pense que il y a plein d'outils euh, qui nous aident à nous reconnecter sur ce qu'on veut, sur ce qu'on, si, enfin, sur ce on a comme vision de nous, en fait. Et je pense qu'après la maladie, il est nécessaire de se reconnecter à ça, de se reconnecter à qu'est-ce qu'on a envie maintenant, où est-ce qu'on a envie d'aller, comment on a envie d'y aller, comment on a envie de vivre réellement, dans quel standard de vie, dans quelle valeur, parce que ça doit, tout se Hmm. rebâtit en fait. Et tu parlais de gratitude, moi je parlerais un peu aussi de confiance. Confiance en la vie ou Mm, confiance en l'avenir ou confiance en Dieu si on est croyant. Et bon, ça rappelle, j'ai été élevée dans la religion chrétienne, c'était aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est ça quelque mm. part. Si on se met en mouvement, je trouve que tout vient vers vous. Mais il faut se bouger, ne pas rester dans cette attitude immobile qui peut être une attitude de victimisation. C'est pas de ma faute ou c'est la faute des autres, de si je suis toujours malheureux, ça arrive qu'à moi. Enfin, c'est ce côté négatif qui fait que on reste figé dans cette attitude et on n'avance pas. Et rien ne vient à vous comme ça. Parce qu'au contraire, on décourage ceux qui pourraient venir vous aider. Oui, et moi je dirais même que poursuivre ça, c'est donner avant de recevoir. C'est donc dans le sens où il y a l'action avant d'avoir le résultat de son action. Donc c'est être, comme tu disais, dans le mouvement. C'est prendre cet élan, faire ce premier pas, commencer cette première action, commencer à poser la première brique. C'est commencer en fait, qui va permettre c'est un sentiment oui, de se responsabiliser à nouveau de sa vie après la maladie et de se dire, je construis la vie qui me ressemble et qui est en alignement avec moi et j'y prends soin en fait. Ça fait sens maintenant pour moi aussi. Parce que quand on se sent aligné, quand on se sent moins dans la quête de trouver cet alignement, dans la quête de trouver cette nouvelle identité et d'agir en fonction de ça, dans le respect de de ces nouvelles valeurs peut-être aussi, on a l'impression réellement de vivre
en faisant du Ben, sens. Et, et, et ça, c'est ouais, se important, je pense. respecter soi-même, et si on se respecte soi-même, on se fait respecter des autres, et on respecte les autres, bien évidemment. Donc, Absolument. si tu avais un message à passer à toutes ces femmes qui nous écoutent, qui sont dans la maladie, ou qui peuvent être dans le désespoir, ou dans le j'y arriverai jamais, ou j'ai un cancer, c'est horrible, ma vie est foutue, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Eh ben, moi, je chéris la personne que je suis devenue grâce à mon cancer. Donc, Et je pense que j'ai la vie que j'ai maintenant et j'ai pris les choix que j'ai pris maintenant grâce à mon cancer et je suis en alignement avec ma vie. Et ça, c'est beau. Du coup, on parlait de la peur de la mort et quand on vit une mort imminente, on a cette relation à la mort qui est très particulière. Moi, c'est vrai que si je mourais maintenant ou demain, j'aurais ce sentiment d'avoir vécu la vie qui était la hmm. mienne, d'être à ma place dans ma vie. Et ça, c'est un magnifique cadeau. Et je remercie le cancer car je pense que le cancer permet ça, la maladie permet ça. Donc, de toujours garder espoir et de se focaliser sur vraiment leurs besoins profonds. Alors, je parle de Oui, besoins et non pas désir, parce que désir, c'est un peu les rêves que l'on fait d'avoir, que le besoin, c'est celui d'être, et qu'on oui, oublie au cours de notre vie, absolument. de se reconcentrer sur elle. Un retour à soi, Donc, comme une renaissance. faire ce qui leur fait plaisir, ce qui leur donne du plaisir, ce qui fait sens pour elles, Mm. et que ça les aidera à passer tous ces moments difficiles, et Dieu sait que tu en as passé. Oui, et je pense que toutes les personnes qui subissent la maladie comme ça passent des moments de vraie solitude, de vrai découragement. Et, euh, et c'est de se dire qu'on vit toutes ces épreuves, potentiellement, si on le choisit, c'est toujours un positionnement pour le mieux de soi. C'est sûr qu'il faut traverser tout ça, hein, et des fois, c'est pas évident. Mais de garder à l'esprit peut-être que même dans les moments où on est à terre, se relever, ça, ça va être impactant pour soi-même. Trébucher 3 fois, se relever 4. Voilà. Mais ce que tu dis et auquel j'adhère totalement, c'est que, enfin, moi, ma croyance, c'est que mon corps a choisi cette maladie pour exprimer tout ce que j'avais refusé de voir avant, burn-out, dépression, enfin, pour diverses raisons. Mais beaucoup de femmes diront, mais non, ce n'est pas moi qui ai fait ce cancer. Donc, il ne faut pas en parler au niveau culpabilité. Vous ne l'avez pas fait consciemment, mais quelque part, je pense qu'il faut essayer de voir ce qui vous a tellement impacté que votre corps a dit stop à un moment. Et c'est dans ce sens-là que ça doit être compris et non pas vous avez fabriqué un cancer parce que vous n'avez pas écouté, etc. Parce qu'on entend trop souvent cette forme de discours qui culpabilise à mort des femmes qui n'ont pas besoin de ça en plus, alors que là, c'est plus une recherche de sens profond qui arrive peut-être après un un premier cheminement vers leurs valeurs. Oui, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi. En tout cas, il y a une quête de sens dans toutes les épreuves. On veut faire du sens avec ce qu'on vit. Et une des possibilités aussi, c'est de se dire, en fait, pour moi, c'est pour déculpabiliser, c'est qu'est-ce que je peux apprendre en fait de ça? Au lieu de penser je l'ai créé, parce que ça va pas faire écho à tout le monde, je pense, mais ok, qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que le corps veut m'apprendre? Qu'est-ce que, quel est le message derrière cet état?
Et ça, je pense que ça donne beaucoup de force à se dire, ça arrive pour une meilleure raison, pour une raison qui me fait grandir, en fait. Potentiellement, si je prends ce choix-là, de grandir de cette épreuve, si je décide d'apprendre de cette épreuve, j'en ressortirai plus grande, plus forte, plus résiliente, enfin, que des beaux mots, en fait, hein. Et aussi, faut pas négliger, je pense, le rôle à jouer de toutes ces femmes, de toutes ces personnes malades, donc pour leur entourage. Parce que c'est quand même fabuleusement inspirant de voir quelqu'un se relever, hein. C'est fabuleusement inspirant de voir quelqu'un renaître de ses cendres, hein, comme le phénix, quoi. Donc en fait, on a aussi, en tant que malade, un rôle à jouer dans sa communauté. Et ça, c'est un rôle d'inspiration, un rôle de mise en forme du courage. Un rôle de témoin, Un rôle voilà, ça, je trouve ça beau, en fait. mais dur à vivre. On est, c'est dur, c'est très dur. Mais moi, je sais que j'ai pu être la mise en forme du courage et de l'endurance pour certaines de mes amies qui étaient très découragées. Et là, j'ai reçu dernièrement des messages parce que, bon, comme tout le monde, j'ai passé des coups de vide et je transmettais sur les réseaux sociaux mon découragement et des messages de personnes qui disaient, mais merci, grâce à toi, je me sens moins seule. Puisque tu dis ce que tu vis, je vis la même chose et je me rends compte que je ne suis pas seule, que je ne suis pas folle, et c'est en ça qu'on peut aider quelqu'un d'autre, c'est de porter notre parole et dire, voilà, je ne fais que témoigner de ce que je vis et simplement le fait de l'écrire, de le dire, de le vivre, mais pas de rester dans le silence, dans une forme de honte qui est rattachée au cancer dans nos sociétés occidentales. Et ça ouvre le champ des possibles et ça ouvre le champ de l'espoir, tout simplement. Oui, absolument. Et je pense que c'est un beau mot de fin, l'espoir. Et c'est le titre de cette saison, Message d'espoir. Donc, vous toutes qui êtes malades, ne perdez jamais espoir. Je sais que c'est dur, mais vous voyez que 20 ans, 30 ans après avoir traversé un cancer très, très agressif, on peut devenir un très beau papillon. Merci beaucoup, Merci Françoise. beaucoup, Janice, pour ce témoignage qui est vraiment très fort, très puissant et qui nous montre que à tout âge, on peut évoluer, on peut faire face à la maladie, bon, qui malheureusement fait qu'on ne s'en sort pas toujours, mais que si on s'en sort beaucoup plus fort. Comme disait Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est ça. Et on va espérer que j'espère en tout cas que ce témoignage pourra amener un petit peu de lumière dans le cœur de celles et ceux qui l'écouteront. Je te remercie en tout cas, Françoise, de cet espace pour partager mon histoire. Merci beaucoup, Janice. Et si vous aussi, vous désirez témoigner de votre parcours, contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous donner la parole à votre tour. En attendant, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode tout aussi essentiel et toujours avec le cœur.